On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Anne Niva, reporter de Guerre Indépendante. Bonjour Anne. Bonjour Raphaël. Et Antoine Mariotti, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Antoine. Bonjour Raphaël. Au sommaire aujourd'hui, Evgeny Prigojine était bien à bord de l'avion qui s'est écrasé mercredi dernier au nord de Moscou. D'après l'enquête officielle, la Russie confirme la mort du patron de Wagner à bord de l'appareil ainsi que des 9 autres passagers et membres d'équipage. Ni paternalisme, ni faiblesse en Afrique. Voilà, face à ce qu'il qualifie en tout cas d'épidémie de putsch, Emmanuel Macron prône une politique de fermeté parce que sinon on n'est plus nulle part, assure le président français qui maintient son ambassadeur au Niger malgré les exigences d'une junte que Paris ne reconnaît pas. C'est tout de suite, on va plus loin. C'était bien Prigojine. Le comité chargé d'enquêter sur le crash de l'avion survenu mercredi dernier a rendu ses premières conclusions hier. Elle confirme, le fondateur du groupe de mercenaires Wagner se trouvait bien à bord parmi les 10 victimes de l'accident. Alice Broga. 4 jours après le crash d'avion qui a coûté la vie à 10 personnes dans la région de Tver, en Russie, le comité d'enquête annonce les résultats des expertises génétiques effectuées sur les corps retrouvés. Selon leurs résultats, les identités des 10 victimes ont été établies. Elles correspondent à la liste des passagers indiqués. Les enquêteurs confirment ainsi la mort d'Evgeny Prigojine et de son bras droit Dmitri Utkin, qui voyageait à bord de ce jet privé entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur les possibles causes du crash, qui suscite de nombreuses interrogations à l'étranger. Car la mort du chef de Wagner survient 2 mois après sa tentative avortée de rébellion contre le Kremlin. Depuis mercredi, des habitants lui rendent hommage sur des hôtels improvisés, comme ici à Moscou. Signe de la popularité en Russie du chef paramilitaire, dont les hommes ont été accusés de multiples exactions et actes de torture, notamment en Syrie, au Mali et en Ukraine. Certains habitants ont du mal à accepter son décès. Chaque jour, on a espéré que ce n'était pas vrai. Nous fondions beaucoup d'espoir sur cette personne. C'était un homme courageux. Il n'a pas seulement dit, mais il a fait beaucoup de choses. Nous voulons connaître la vérité. Nous voulons savoir qui est derrière cela. La mort d'Evgeny Prigojine pose aussi la question de l'avenir du groupe paramilitaire. Je pense qu'Evgeny Prigojine réfléchissait à la possibilité d'une telle situation. Il a certainement un successeur. Et je pense que les membres de Wagner ne renieront pas leurs principes et vont continuer à exister. Depuis vendredi, les milliers de miliciens de Wagner sont contraints de prêter serment à la Russie, un pas vers leur intégration dans l'armée régulière. Et ouais, leur intégration dans l'armée régulière, selon ce décret présidentiel, Anne Niva, est-ce la fin de la milice Wagner et à travers elle une mise au pas par le Kremlin de toute velléité d'émancipation par ces groupes paramilitaires qui ont fleuri ces dernières années en Russie? Oui, je crois que c'est la bonne question à se poser. Puis, est-ce que la mort de Prigojine équivaut à la mort du système Wagner, de la milice Wagner ? Tout porte à le croire. Effectivement, on se rend bien compte aujourd'hui que après cette colère gigantesque, d'abord rentrée, puis qui est devenue visible de Poutine, je veux dire, parce qu'avant on avait eu droit à la colère de Prigojine. Mais c'est la colère de Prigojine, la mutinerie de Prigojine qui a mené à la colère de Poutine, qui a lui-même manqué de discernement en ne réagissant pas plus tôt. Et c'est maintenant aujourd'hui la reprise en main de Vladimir Poutine qui s'exprime par une plus grande, une remise en ordre juridique. C'est-à-dire que Vladimir Poutine souhaite maintenant, après avoir souhaité le contraire, c'est ça qui est complexe avec l'État russe, que justement ces sociétés militaires privées qui, de facto et de jure, n'ont pas d'existence en Russie, Vladimir Poutine le dit et le répète à chaque fois, quand ça l'arrange, il dit Wagner n'existe pas. Eh bien aujourd'hui, il souhaite que les mercenaires deviennent sans rôle dans l'armée russe et deviennent finalement plus légaux. Vous savez que même dans la mort, si je puis dire, il y avait une espèce de concurrence entre les miliciens de Wagner et les soldats de l'armée russe, puisque dans les cimetières de Russie, où il y avait un carré Wagner, un carré pour les autres, il y a aujourd'hui, des correspondants en Russie le disent, on est déjà en train d'enlever des carrés Wagner, de faire passer des bulldozers, etc. Donc tout est très compliqué et très émotionnel dans la Russie d'aujourd'hui en ce qui concerne Wagner.
Le Kremlin, Antoine, a mis un point d'honneur, en tout cas, à démentir les accusations d'assassinat. Pourquoi se donner autant de mal? Parce qu'on a connu quand même... disons, Vladimir Poutine moins soucieux dans le passé de mettre les formes. Oui, en même temps, il l'a toujours fait. Il a toujours démenti. Rappelez-vous d'Alexandre Litvinenko. C'était quand il y a 17 ans à Londres. On se rappelle qu'il avait été empoisonné, perdu ses cheveux. Ça avait quand même tenu la chronique pendant plusieurs jours. La Cour européenne des droits de l'homme a accusé directement la Russie. Le Kremlin a démenti. Je prends un autre exemple. Sergueï Skripal, un ancien agent double qui a été empoisonné avec sa fille au Royaume-Uni. Pareil. Tous les indices menaient vers Moscou, qui a catégoriquement démenti. Parlons encore d'Alexeï Navalny, qui est aujourd'hui le principal opposant à Vladimir Poutine et qui croupit dans des geôles russes aujourd'hui, malheureusement pour lui, de nombreuses années encore. 19 ans qui viennent de s'ajouter à 9 ans. Voilà. Et là, ils ont même été encore plus forts. C'est-à-dire qu'ils ont même été jusqu'à dire, il a été empoisonné au Novichok, ils ont été jusqu'à dire qu'il n'y avait jamais eu de poison dans son corps après les études, alors qu'il y avait des laboratoires à Paris, Stockholm et Berlin qui avaient démontré le contraire. Donc il l'a toujours fait. D'un côté, on a l'impression qu'il n'a pas envie d'apparaître comme un vulgaire dictateur qui a besoin de faire ses basses œuvres, mais c'est un homme d'État. Et puis en même temps, pour ce qui est là de Prigojine, il avait quand même aussi une certaine popularité. C'était l'un des seuls à avoir cette liberté de parole-là, finalement. Et en effet, il manquait de discernement à réagir assez rapidement, Poutine. Qui a dit, comme l'a dit Prigojine, qu'il y avait une erreur finalement stratégique sur cette guerre, que l'armée s'était complètement plantée, que aujourd'hui, eh bien, l'Ukraine était 1000 fois plus dangereuse pour la Russie qu'elle ne l'était avant. Personne n'ose dire ça en Russie. Et dans une société où la parole est autant muselée, forcément, ça trouve un écho et ça crée une certaine popularité. Donc, d'une certaine manière, eh bien, Vladimir Poutine, il fait d'une pierre deux coups. Il se débarrasse d'un gêneur et en même temps, il récupère, ou en tout cas, il n'altère pas une certaine popularité. Il avait acquis réellement une popularité, Prigojine, auprès des Russes, au point qu'on évoquait même peut-être des velléités politiques. Vous y avez cru, vous, Aniva? D'abord, que j'y ai cru ou pas, c'est pas ça l'important. J'observe la société russe et ce que je vois, c'est que effectivement, il était rentré dans le top 5, Raphaël, des hommes politiques, de la popularité des hommes politiques russes. Et il est rentré dans ce top 5 sans avoir eu jamais accès aux médias d'État. Donc on peut se demander ce que ça aurait donné s'il avait eu accès aux médias d'État. Ça, bien sûr, ainsi que ce qu'Antoine vient de dire, à savoir se parler vrai, cette franchise qui n'existe plus depuis longtemps dans le discours politique russe. C'est quelque chose qui apportait de la fraîcheur. Et moi, toutes mes sources russes, qu'elles soient issues du peuple ou qu'elles soient issues des élites, au fil des mois derniers, je les entendais me répéter cela. C'est dire à quel point, pour ceux qui, évidemment, avaient accès aux médias sociaux, puisque Prigojine parlait beaucoup, mais il ne parlait pas, une fois de plus, à la télévision. Il ne parlait que sur YouTube, que par sa chaîne Telegram. Mais ceux-là, évidemment, étaient en train de se dire que ce qu'il disait, finalement, ça portait. Et c'est à partir du moment où il a effectivement donné un unique interview dans lequel il a osé dire ce que vous avez dit, Antoine, à savoir que les buts de guerre étaient absolument inconsidérés et que finalement la seule chose qu'avait réussi la Russie, c'était de rendre l'Ukraine mondialement connue. C'est à partir de ce moment-là que Poutine, à mon sens, s'est réveillé sur Prigojine. Mais moi, je ne suis pas sûre que jusqu'à ce moment-là, les gens qui sont chargés dans l'entourage de Vladimir Poutine de lui dire ce que Prigojine disait publiquement, le lui avaient dit. C'est-à-dire, Vladimir Poutine, on le sait bien, n'a pas accès aux médias sociaux. Vladimir Poutine, pas du tout. Lui, il n'écoute que les médias d'État. Donc peut-être que Vladimir Poutine n'était pas au courant des diatribes des derniers mois de Prigojine, surtout qu'elle devenait de plus en plus étonnante. Donc c'est à partir de ce moment-là que tout s'est emballé, du côté de Prigojine qui a fomenté cette mutinerie, et puis ensuite du côté de Poutine qui a fini par réagir tout en ayant au départ pas réagi. Parce qu'il s'est passé 2 mois entre l'accident d'avion et la mutinerie. Et beaucoup de Russes disaient « Mais comment ça se fait, Vladimir Poutine ne réagit pas, mais alors où est notre homme fort ?» Ils avaient des doutes, les Russes. Pire, il le reçoit au Kremlin pendant 3 heures à parler. Pire, il le reçoit avec les chefs d'État lors du sommet avec les chefs d'État africains. Bien sûr. Ça a été un peu surprenant. Et il y a cette colère froide en même temps dont vous parlez qui est très juste. Et parce que ça n'a quand même surpris personne de voir Prigojine décéder. On se rappelle tous évidemment du chef des renseignements ukrainien qui nous avait dit si j'étais lui, je ferais quand même attention à ce qu'il y a dans ma soupe. Bon, ça n'a surpris personne. Évidemment, ça a quand même un côté dramatique et, avec cet avion, etc. Mais c'est pas une grande surprise. Oui, du coup, on a du mal à comprendre pourquoi la case Minsk, qui d'ailleurs n'aura pas duré très longtemps. Non, c'est pas difficile à comprendre, ça, Raphaël. C'est tout à fait rhétorique. C'est tout simplement, une fois de plus, que Vladimir Poutine,
en dépit de tout ce que l'on vient de dire, est un hyper légaliste et qu'il veut toujours y mettre les formes, même s'il ne se rend pas compte que personne n'y croit. Donc là, les formes, c'était d'avoir un intermédiaire qui est le président biélorusse Loukachenko, qui lui était chargé d'accueillir, etc. Alors qu'en fait, personne ne connaît évidemment les tenants, les aboutissants de l'accord qui avait été passé. Mais moi, je pense que dans cet accord, ce qui a arrangé ensuite ceux qui ont été peut-être mettre une bombe dans cet avion, Prigojine avait quand même le droit de continuer à voyager, à évoluer à l'intérieur de la Russie. C'est quand même plus facile de supprimer quelqu'un à l'intérieur de ses propres frontières plutôt que loin. Effectivement, cette confirmation, en tout cas, elle intervient alors même que l'Ukraine revendique un succès dans sa contre-offensive, la reprise du village de Robotine sur le front sud. Emmanuel Chaz, vous qui êtes à Kiev pour France 24, c'est une prise significative. Oui, tout à fait, Raphaël. Alors, c'est un village, certes, en lui-même, il n'est pas forcément très important. Ce qui est important, c'est là où il est placé, dans la région de Zaporizhia, et surtout sa libération. Ça veut dire que ça rapproche les forces ukrainiennes de leur but, qui est d'arriver jusqu'à la première ligne de défense russe. Alors, des observateurs internationaux ont déjà dit que ces derniers jours, il semblait que ces troupes ukrainiennes avaient réussi à percer cette première ligne de défense. Pour l'instant, ce n'est pas ce que confirme Kiev, qui reste très silencieuse sur les avancées. Mais cette libération de Robotine, ça veut dire que l'Ukraine se rapproche un peu plus du but, qui est de couper les lignes d'approvisionnement russes en direction de Melitopol. Rappelez-vous, ces derniers jours, ces dernières semaines, il y avait eu quelques doutes émis par les observateurs internationaux quant aux avancées, quant au rythme de cette contre-offensive ukrainienne. Avec cette libération de Robotine, dont on avait beaucoup entendu parler. Les combats avaient été extrêmement intenses. Ils continuent de l'être dans cette région, dans cette direction. Avec cette libération, Kiev marque un point dans sa contre-offensive et surtout, c'est positif pour la suite des opérations. Merci Emmanuel Chaz avec nous en direct de Kiev. Enfin, une victoire. Antoine Mariotti, il était temps pour cesser peut-être de faire douter les Occidentaux ? Oui, c'est sûr que cette contre-offensive, on nous en a parlé beaucoup, on nous l'a annoncé pendant des semaines, pendant des mois. Alors évidemment, tout le monde s'attend parce qu'on a l'impression que la guerre, c'est facile. On oublie que c'est quand même extrêmement compliqué et que si finalement on ne gagne pas la guerre en une semaine, eh bien on sait qu'on a une guerre de position et que c'est très compliqué. On parle quand même de 100 000 morts de chaque côté à peu près et on n'a aucune idée très précise des chiffres. Mais bon, c'est quand même pour rappeler quelque chose dont on ne parle pas parce qu'on n'a pas de bilan quotidien des morts. C'est compliqué. Sur cette région-là, on parle quand même d'un kilomètre carré de gagné. Kilomètre carré, c'est quand même pas grand-chose. C'est l'équivalent de la vieille ville de Jérusalem, pour ceux qui connaissent, vous y avez été. Bon, c'est quand même une superficie qui est très petite. Alors évidemment, c'est toujours important de cocher sur une liste, etc. Au même titre qu'on va nous dire systématiquement que c'est un nœud stratégique à chaque fois qu'on gagne une part. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent. C'est vrai que la contre-offensive qu'il y avait eu l'année dernière était un peu plus efficace, celle qui avait été amenée à partir de la fin du mois d'août. Ouais. Il y avait eu davantage de villes. Et en même temps, les Russes, même s'ils ont été moins forts que ce que tout le monde pensait au début, ils sont tous sauf bêtes, ils se sont aussi préparés. Eux aussi, on savait que cette contre-offensive arrivait. Eux aussi écoutent les médias et les Ukrainiens et ce qu'ils disent. Donc ils ont aussi eu le temps de se préparer. Et on voit bien que cette guerre, s'il n'y a pas un changement majeur d'un côté ou de l'autre, elle risque de durer longtemps parce qu'il n'y a pas d'avancée extrêmement importante et stratégique et rapide d'un côté comme de l'autre. C'est un succès russe, celui d'un homme tombé en disgrâce dernièrement, Sourovikine. C'est à lui que les Russes doivent justement la consolidation de cette ligne de front à Niva. On appelle cette ligne de front la ligne Sourovikine, du nom de cet homme qui est tombé en disgrâce à cause de la mutinerie de Prigojine, puisqu'il est soupçonné, mais on n'en sait pas plus, il est soupçonné de ne pas avoir empêché cette mutinerie de Prigojine. Et surtout, on n'a pas vu physiquement, publiquement, Sourovikine depuis le jour de la mutinerie. Mais je reviens à la ligne de défense Sourovikine parce qu'à l'époque, depuis il avait été rétrogradé, mais c'est lui qui dirigeait l'état-major russe. Eh bien, cette ligne de défense, elle est en plusieurs niveaux. Et effectivement, depuis des mois et des mois, les Russes n'ont pas perdu le temps et ils se sont renforcés sur cette ligne-là. Moi, je ne m'avancerai absolument pas dans des
des supputations sur ce que veut dire cette prise et ce vers quoi on va, puisque je suis une cartésienne, et moi, ce qui m'importe, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, je n'y suis pas, puisque je suis en train de vous parler sur ce plateau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la guerre continue, que personne ne lâche rien, que des deux côtés, bien sûr, comme Antoine l'a dit, et ça, c'est vraiment marquant, moi, ça me marque beaucoup plus que les précédentes guerres que j'ai couvertes. Chaque camp est en train de constamment espionner l'autre sur ce que l'autre dit de ce qu'il fait. Parce que, bien sûr, moi, je n'ai jamais couvert une guerre qui est à ce point médiatisée, transparente, avec une volonté de transparence qui, en même temps, n'aboutit pas complètement à de la transparence, puisque, justement, on n'a pratiquement que de la désinformation. Les chiffres, on ne les connaît absolument pas. Mais qui est le belligérant qui, dans une guerre, donnerait ses propres chiffres? Évidemment, personne ne donne ses propres chiffres. Donc, on est obligé d'être dans les supputations. En tout cas, la certitude qu'on a, c'est que la guerre continue et qu'elle va continuer, que c'est une guerre d'attrition et que, puisque pour le moment, il n'y a pas justement de percée ni militaire, ni d'un camp, ni de l'autre. Les Russes ne percent pas côté ukrainien, les Ukrainiens ne percent pas côté russe, parce que cette prise dont on parle ce soir, ça n'est pas une percée au terme militaire. C'est une avancée, une avancée lente, mais dont on voit bien le but. Le but, c'est évidemment d'aller jusqu'à Tokmak, plus au sud, et puis effectivement d'essayer de faire en sorte que les terrains occupés par l'armée russe puissent être coupés en deux. Mais on n'en est pas là. Ouais, en attendant, la guerre continue. Elle promet d'être longue, vraisemblablement. Elle est déjà longue. Demandez aux Ukrainiens s'ils la trouvent courte, la guerre. Elle est longue. Bientôt 1 an et demi. L'Union européenne, elle exprime son plein soutien à l'ambassadeur de France en poste au Niger. Malgré l'ultimatum de la junte putschiste, Paris se refuse à rappeler son représentant dans un pays où seul le président légalement élu, Mohamed Bazoum, incarne la légitimité à ses yeux. Ni paternalisme, ni faiblesse, a insisté aujourd'hui Emmanuel Macron devant les ambassadeurs de France réunis à l'Élysée et au lendemain de nouvelles manifestations hostiles à Niamey. Devant la base militaire française à Niamey ce dimanche, une foule de plusieurs milliers de manifestants. Un rassemblement à l'appel d'organisations de soutien aux militaires putschistes pour exiger une seule chose, le départ des troupes françaises du Niger. On ne veut pas de l'armée française au Niger, que les Français s'en aillent, qu'ils retournent en France. On ne veut plus d'eux, ils ont tué nos frères, nos pères, nos enfants. Nous ne voulons plus d'eux. On ne veut pas des Français dans notre pays. Les Français nous dérangent beaucoup. Qu'ils s'en aillent. Des manifestations de plus en plus fréquentes contre la France, qui dispose de 1500 soldats stationnés au Niger. Des soldats déployés à l'origine pour l'opération Barkhane et qui soutenaient jusqu'au coup d'État l'armée nigérienne dans la lutte anti-djihadiste. En réponse ce lundi, Emmanuel Macron a voulu défendre le bilan français dans la région et rappeler l'aide apportée aux États africains. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Emmanuel Macron a aussi assuré que l'ambassadeur de France à Niamey resterait en place, malgré la pression du pouvoir putschiste qui demande son départ sur le champ. Garder l'ambassadeur en poste, une position tenable longtemps, Anne Niva? Je ne sais pas si c'est une position tenable longtemps, mais en tout cas, c'est effectivement, si la France partait, ça voudrait dire qu'elle reconnaîtrait les putschistes. Donc c'est évidemment le message. La raison pour laquelle la France ne part pas, c'est parce que la France ne veut pas légitimer un autre régime. Et ce régime le sait. Ces putschistes, ils savent que... Et c'est pour ça qu'ils font pression. Mais en même temps, je vois que Emmanuel Macron dit qu'il ne faut pas céder, je le cite, au narratif des putschistes. Mais ça n'est pas Emmanuel Macron qui décide quel est le narratif au Niger. C'est ce qui se passe au Niger. Et moi, j'avoue humblement mon ignorance. Moi, j'aimerais beaucoup savoir ce qui se passe au Niger, mais j'aimerais être sur place pour essayer de saisir si ces images qu'on nous montre de ces personnes dans les manifestations qui disent qu'il faut que les Français partent, qui disent qu'ils sont pro-russes, etc., avec ces pancartes, le pensent vraiment.
Mais je ne pense pas que toute une manifestation entière peut avoir été achetée. Raphaël, je pense qu'il y a quand même un énorme problème entre la politique française et ce qui se passe au Niger et la population du Niger. Et j'aimerais bien qu'on parle plutôt du fond, souvent, que de la forme. Mais en même temps, tout est très tendu. Donc pour le moment, on est arrêté sur un point de forme extrêmement important. On est dans cette tension. La France soutient Mohamed Bazoum, qui est, alors qu'il est toujours séquestré depuis fin juillet, en son palais présidentiel, où on ne sait, en tout cas par les militaires qui ont pris le pouvoir, raison pour laquelle la France refuse de rappeler son ambassadeur, Antoine Mariotti. Oui, exactement. Et le président Macron est extrêmement ferme en disant il reste et il restera l'ambassadeur. Cela dit, comme le dit très bien Anne, ce n'est pas Emmanuel Macron qui décide du narratif des Nigériens, mais ce n'est pas lui non plus qui décide de qui gère le Niger. Et très concrètement, évidemment qu'aujourd'hui, ces putschistes n'ont aucune légitimité légale, démocratique, populaire. Ils ont pris le pouvoir par la force, mais pour autant, de facto, qui, depuis le 26 juillet, dirige le Niger ? Ce sont les putschistes. Donc, il y a un moment donné, si les deux restent dans leur ligne, on se retrouve aussi vers une impasse. Est-ce que c'est pas surtout une question de sécurité pour l'ambassadeur lui-même, parce qu'on le maintient pour l'instant, on n'a que des questions, on n'a pas de réponse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cet ambassadeur va rester et que les putschistes vont dire bon, il reste dans son coin, on ne lui parle pas, c'est réglé? Est-ce qu'ils vont l'expulser par la force? On n'en sait rien. Mais on peut aussi se poser la question des militaires français, des 1500 militaires français qui sont dans le pays. Enfin, le GIGN est là, l'armée française est là. C'est un moyen pour la France d'affirmer qu'avec 1500 hommes, elle n'entend pas se laisser dicter sa conduite par ceux qui ont pris le pouvoir au Niger et sont à ses yeux illégitimes. Anniva ? Oui, sans doute, mais en même temps, moi, j'aimerais élargir la réflexion. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a quand même un ressentiment contre l'ancienne puissance coloniale qui est, on est obligé de le reconnaître, un ciment puissant et un message. Il faut l'entendre, ça. Et puis, alors, la question théorique de on est contre des putschistes. Très bien, je ne juge pas, moi, je ne représente pas le gouvernement français. Mais je reviens à ce qui s'est passé avec Prigojine en Russie. Là, tout le monde espérait qu'un putsch arrive, que Yevgeny Prigojine réussisse son putsch. Donc, quelque part, on souhaite que le putsch réussisse, ailleurs, on souhaite qu'il ne réussisse pas. Donc, si vous voulez, il n'y a pas une façon de penser en théorie, il y a des cas particuliers. Et là, nous sommes dans un cas complexe, qui est le cas africain. Et la France est dans une situation à laquelle qu'elle est en train de gérer. Là, en ce sens, Emmanuel Macron a absolument raison. Je pense qu'Emmanuel Macron ne peut pas exprimer autre chose que de la fermeté. Mais en même temps, réussit-il à dire quelque chose qui convainc les habitants de ce pays? Ça, je n'en suis pas sûre. En tout cas, avec un tout petit bémol sur des élections un peu plus libres au Niger qu'elles ne l'ont été à Moscou, et une opposition moins muselée pour simplement... Il y a le respect effectivement de la souveraineté populaire telle qu'elle s'est exprimée au Niger, avec un président dont on nous dit et dont on a pu voir qu'il était plutôt effectivement un dirigeant éclairé, en tout cas, qui souhaitait... Mais qui connaît très bien les putschistes aussi. On ne peut pas dire que M. Bazoum soit inconnu. Tout ça, ce sont des gens qui se connaissent très bien. Donc, si vous voulez, il faudrait connaître extrêmement bien l'histoire particulière du Niger pour pouvoir juger. Qui sommes-nous pour juger ? Moi, je ne m'y hasarde pas. C'est vrai. En tout cas, la France énonce une position singulière vis-à-vis de ses partenaires européens et des États-Unis, qui, eux, jusqu'à présent, privilégient la voie diplomatique, en se disant prête à soutenir une intervention militaire de la CEDEAO. Votre réaction ? Oui, l'appui qu'elle a été assez claire vers Berlin, vers Rome, vers Washington, en effet, en disant, là, c'est Emmanuel Macron qui disait ça ce matin, mais on nous dit que la France serait trop engagée, mais qu'est-ce qu'on dirait si c'était la Bulgarie? Évidemment, on demande plus de démocratie en Afrique, et quand la démocratie est là et qu'elle est renversée, alors on ne voudrait pas agir. Il y a un manque de cohérence, c'est en tout cas ce que dénonce le président français, où il a cette phrase en disant, voilà, il faut produire local maintenant, même quand il s'agit de putschistes. Bon, oui, maintenant, il y a eu 108 coups d'État en Afrique depuis 1950, il y en a eu 110 tentatives loupées. Est-ce que systématiquement la France doit intervenir? Tout ça, c'est une question, parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, la France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, sera attaquée sur ce sujet-là. Rappelons que la France n'est pas là historiquement, en tout cas dans la période récente, pour parer au coup d'État, mais à la demande d'un pays, en l'occurrence le Mali, face à une menace terroriste, djihadiste. Absolument. La France, récemment, est arrivée dans certains pays africains à la demande des autorités élues des pays en question. Mais ensuite, le temps a passé. Et les opérations spéciales étant peut-être terminées, il aurait peut-être fallu savoir
quand partir? Il faut peut-être analyser comment est ressentie notre présence. Enfin, tout ça n'est pas nouveau. C'est à ça que sert la diplomatie. Et nos diplomates sont excellentissimes. C'est pas moi qui dirais le contraire. Sont-ils écoutés? Je ne sais pas. Ça, c'est une autre question. Moi, personnellement, je n'ai pas compris la comparaison de Emmanuel Macron ce matin entre ce qui se passe au Niger et l'éventuelle Bulgarie ou Roumanie. J'ai pas trouvé que c'était une comparaison extrêmement intéressante. Moi, je crois qu'on est face à il y a un bras de fer qui est pour le moment, Dieu merci, uniquement rhétorique. J'espère qu'il va le rester. Partir, quitte à reconnaître le caractère inachevé de la mission, parce que pour ce qui est effectivement de la lutte antiterroriste, on peut dire que dans cette zone des 3 frontières, au contraire, elle s'est enquistée. C'était le cas à Barkhane, c'est le cas en Afghanistan. La mission est difficile. Ne pas aller au bout de la mission, malheureusement, on a un peu l'habitude parce que c'est une mission qui est même impossible, on peut dire. Venir complètement à bout de djihadistes ou d'organisations terroristes. Mais raison pour laquelle il faut peut-être maintenir un point d'appui dans cette région. Et c'était le Niger qui, faute de pouvoir rester au Mali ou au Burkina Faso, avait été finalement la terre d'élection des soldats français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a dit qu'ils étaient en train de revoir complètement toute leur stratégie dans la région. Maintenant, bon courage pour y arriver et on verra bien ce qu'ils vont nous annoncer, que ce soit sur les formations avec certains pays, que ce soit avec davantage de coopération avec de nouveaux partenaires, dit-il, comme le Bénin ou le Kenya. Bon, le Bénin est quand même pas un partenaire complètement nouveau non plus, mais encore une fois, il y a beaucoup plus d'inconnus que de choses connues dans cette histoire. Merci Anniva, merci également Antoine Mariotti. On va plus loin, on se retrouve dans 4 minutes pour un nouveau journal. Restez avec nous.